Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil et créatrice de ce podcast. Si vous me suivez, vous savez que l'année dernière, je me suis formée auprès de professionnels des soins palliatifs et de l'accompagnement du deuil. Au cours de cette formation, plusieurs thèmes m'ont particulièrement marquée. L'un d'entre eux était les deuils non reconnus. Ce mois-ci, je vous emmène à la découverte de celui que certaines personnes, femmes ou hommes, peuvent vivre après l'épreuve de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Un deuil tabou, solitaire et bien souvent invisible. Hop hop hop, pas de débat d'opinion par ici. On ouvre simplement son cœur au vécu de chacun ou on passe gentiment son chemin. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le dernier épisode de cette mini-série. Pour conclure et donner d'autres perspectives sur le sujet, j'ai choisi d'échanger avec une association qui accompagne cette épreuve depuis plus de 20 ans. Nous allons donc maintenant découvrir un échange avec Christine Kreuter, vice-présidente de l'association Agapa. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. Bonjour Christine. Bonjour Tiffany. Je suis ravie de vous accueillir pour clôturer cette belle mini-série sur l'IVG. Avant de débuter notre échange, je vais vous laisser vous présenter à mes auditeurs. Je m'appelle Christine Krauter, je suis vice-présidente de l'association Agapa et écoutante au sein de l'association Agapa. L'association Agapa est une association qui accompagne les personnes qui sont en mal-être ou en souffrance après une interruption de grossesse, quel qu'en soit le terme ou la cause. Toutes les interruptions de grossesse, du tout début de la grossesse jusqu'à l'accouchement et les jours qui suivent l'accouchement. Merci. Alors justement, on va commencer par parler de cette association. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu l'histoire d'Agapa ? Alors, Agapa est née en 1994 et elle est née sous l'impulsion de médecins, de soignants, d'aumôniers qui ont été frappés par les témoignages de personnes, de femmes majoritairement bien sûr, qui exprimaient une souffrance ou justement un mal-être suite à un avortement. Les années 1994, pour mémoire, c'est des années où il y avait beaucoup de polémiques autour de l'avortement. Bon, il y en a toujours, mais c'était assez violent. Il y avait des commandos anti-IVG, il y avait des choses comme ça. Et ces personnes-là ont ressenti la nécessité de proposer un accompagnement bienveillant, sans jugement, tout à fait en dehors des polémiques autour de l'avortement, qui était juste d'accompagner les personnes qui avaient besoin de parler de ce qu'elles avaient vécu. Ils ont travaillé ensemble avec l'aide de psychiatres pour élaborer un parcours d'accompagnement qui soit adapté, qui soit ajusté à ces souffrances. Et puis, par la suite, Agapa s'est ouvert aux autres interruptions de grossesse, qui pouvaient être les fausses couches, les morts in utero, les interruptions médicales de grossesse et les décès autour de l'accouchement. Mais c'est vraiment parti de l'avortement et du manque, du vide de lieux d'écoute. Il y avait bien sûr les lieux qui existent toujours, les centres de planification qui accueillaient les femmes pour les entretiens pré-IVG, qui continuent de les accueillir. Mais souvent, les personnes qui travaillent dans ces centres disent que les personnes retournent rarement dans ce lieu où elles ont été accompagnées avant l'avortement. Et donc, elles ne savent pas très bien à qui parler. Et puis, c'était important d'avoir une écoute attentive et peut-être plus spécifique autour de ces pertes
bien particulière. Du coup, vous nous en avez déjà un petit peu parlé, mais je vais vous laisser, nous dire où en est Agapa aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Agapa propose, cet accompagnement, sous diverses formes. Ça peut être des accompagnements, individuels. Nous accueillons les personnes qui viennent nous voir pour, un entretien d'écoute, 2, 3, selon leurs besoins. Et puis dans l'accompagnement individuel, nous avons donc un parcours d'accompagnement assez construit, comme je vous le disais, précédemment, avec l'aide de psychiatres ou de psychologues et qui est une possibilité pour les personnes, pas seulement de déposer, ce qu'elles vivent, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs souffrances parfois, mais aussi de faire un chemin, de relire leur histoire de vie, de mieux apprendre à se connaître, à connaître leurs fragilités et leurs ressources pour pouvoir inscrire cet événement douloureux ou difficile ou, qui les a perturbés ou bousculés, pour l'inscrire dans leur histoire et pour leur permettre de faire en fait un chemin de deuil. Voilà, un avortement, ça peut être vraiment vécu comme pour nous, considérons nous qu'il y a un deuil à vivre parce qu'il y a eu une perte. Après, cette perte, elle est pas toujours la même pour chaque personne et c'est très important de partir de ce que vit et ressent la personne, de pas arriver avec ses représentations, ses jugements, mais de partir de ce que vit la personne lors de cet événement, de cet avortement qu'elle a pu vivre. C'est qu'est-ce que ça a représenté pour elle? Qu'a-t-elle perdu? Et puis de l'accompagner pour clarifier, peut-être chercher du sens à cette histoire et du coup amener un apaisement et permettre à la personne de, comme dans n'importe quel chemin de deuil, d'aller vers la vie. Ce sont aussi des accompagnements en groupe, des groupes de soutien. Alors, nous les appelons les cafés rencontres. Ce sont des groupes qui se rencontrent de manière ponctuelle, une fois, et qui partagent. Ce sont des femmes ou des hommes qui partagent autour de la perte qu'ils ont vécue, en l'occurrence autour de l'avortement, qui se soutiennent mutuellement et en fait ils disent tous que ça leur fait énormément de bien de parler avec des personnes qui ont vécu le même genre de parcours, d'histoire ou d'événements, et qui sentent qu'il y a vraiment une écoute vraiment ajustée. Il y a une compréhension immédiate et il n'y a pas ce décalage qui est très souvent ressenti par les personnes par rapport à leur entourage, même pour certains par leur entourage proche. Et c'est souvent ça, enfin, la solitude rajoute à l'épreuve qui a pu être vécue au moment de cet avortement. Je suis totalement d'accord avec vous et c'était le but de cette mini-série, c'est de mettre en lumière ce deuil non reconnu. Quelles sont les autres caractéristiques que vous aimeriez nous partager sur ce deuil après un avortement? Autour de la question de l'avortement, il y a tellement de clichés, de jugements, c'est tellement pour, contre, que, au fond, les femmes et les hommes qui ont vécu ces histoires-là savent pas toujours très très bien ce qui leur arrive. Aujourd'hui, l'accès à l'avortement est en France, et bien évidemment, malheureusement, c'est pas le cas partout, mais en France, bon, il y a à peu près, pour tout le monde l'accès à l'avortement, même si bon, dans certains endroits, c'est parfois compliqué, mais voilà, c'est quelque chose qui est inclus, qui est un droit, qui est, voilà. Mais par contre, toute la question de l'impact psychologique, oui, du choc, parfois, psychologique que ça peut représenter dans la vie d'une personne, ça, il est unique, il est imprévisible. C'est vrai que ce sont, je trouve, des deuils, assez tabous, enfin même très tabous, hein, comme je le disais parce que c'est relativement banalisé aujourd'hui, hein. Enfin, en tous les cas, les jeunes femmes, les jeunes filles que nous accompagnons, pour elles, elles n'ont pas connu le combat, qu'ont mené leurs aînés, pour elles, encore une fois, c'est un droit, c'est un acquis, c'est, une évidence. Sauf que, il y a un décalage entre cet accès et cette banalité et l'impact que ça peut avoir. Et du coup, moi je suis frappée de voir aujourd'hui ces jeunes filles qui arrivent, ou ces jeunes femmes qui arrivent en disant: «Mais on nous a absolument pas parlé de ce chamboulement, qui est possible». Je tiens à préciser une chose qui est peut-être très importante à préciser là, c'est qu'il n'est pas question de faire des généralités. Il y a des personnes qui vivent, un avortement,
Alors je crois que c'est agréable pour personne, bien évidemment. Je pense qu'aucune femme ne dira que c'est quelque chose de simple à vivre, mais voilà, il y a des femmes pour qui le chemin, se fait après, ça ne les entrave pas, ça ne vient pas, chambouler leur vie et puis il y a des personnes pour qui c'est un vrai chambardement. Elles sont perdues, parfois, ça peut être parfois extrêmement douloureux. Donc il ne s'agit pas de faire des généralités, mais de proposer à chaque personne, la possibilité d'être accompagnée. Et donc il y a quand même ce décalage et ce côté un peu tabou qui n'est pas le même tabou qu'autrefois. Autrefois, peut-être il y a 20, 30, 40 et plus, le tabou c'était, l'avortement, c'est pas bien, ce sont des meurtrières, voilà, il y avait toute, souvent beaucoup de jugements. Aujourd'hui, c'est plus vraiment, c'est moins le cas, si ça peut peut-être arriver encore malheureusement, mais c'est moins le cas, mais c'est plutôt, tu l'as voulu, c'est très bien, ton problème est résolu, donc maintenant, tu vas de l'avant. Vous voyez? Il y a cette espèce de banalisation, d'effet pervers, j'allais dire, qui est qu'il y a une banalisation et récemment, j'ai accompagné un groupe de femmes lors d'un café rencontre et elles étaient très, très en colère. Elles étaient très en colère parce qu'elles disaient: «Mais moi, on m'a dit, voilà, tel rendez-vous, vous prenez tel médicament, vous faites ci, vous faites ça, bon. Mais on m'a absolument pas proposé un lieu pour déposer, ce que je ressentais, pour, à la fois m'accompagner dans ma décision s'il y a besoin, mais quelquefois il n'y a pas besoin, la décision est claire, mais permettre que même si la décision de l'avortement a été, assez claire, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une souffrance derrière. C'est pas parce qu'on a choisi que l'on ne souffre pas et très souvent, malheureusement, c'est pas perceptible ça. Donc, les personnes qui le vivent, souvent, ressentent cette difficulté à en parler à leur entourage et du coup, elles se sentent souvent très isolées, incomprises, d'où l'importance d'avoir un simplement une personne, qui est là pour pouvoir dire: «Voilà, vous pouvez déposer tout ce que vous ressentez». C'est un lieu pour vous permettre de si vous avez besoin de pleurer, vous pleurez. Si vous êtes en colère, eh ben, on accueille votre colère. Si vous êtes juste, perturbé, besoin de poser des questions, ben, on est là pour, vous écouter et répondre à vos questions. Vous voyez, c'est ça qui me paraît très important. C'est quand même des questions extrêmement intimes quand on vit un avortement. Ça a rapport avec la sexualité, ça a rapport avec, l'intimité et c'est pas si simple de parler de ces histoires-là, hein, aux autres. Donc je crois qu'il y a aussi, voilà, cette difficulté-là. D'ailleurs, il y a des femmes qui commencent à créer, je pense un blog ou qui ont fait une pétition demandant à ce que ces pertes et ces deuils soient mieux pris en compte, accompagnés. Reconnu, ça c'est extrêmement important et puis par ailleurs la question de l'avortement, ça vient toucher et c'est pour ça que je trouve très important qu'on permette, aux personnes de faire le lien avec leur histoire. C'est que ça vient toucher de manière très profonde, la personne, ça vient toucher à la question de sa féminité, ça vient toucher à la question de son désir de maternité ou non-désir bien sûr, ça vient toucher à son rapport avec son entourage. La femme prend cette décision peut-être parfois seule, mais elle n'est pas seule dans l'histoire, hein et donc ça va aussi questionner la relation de la femme à son compagnon, si elle a subi des pressions, ça a un impact très fort de plein de dimensions et assez profondes de la vie des personnes. D'où je trouve, moi, la grande richesse de ces parcours que nous proposons, qui prennent le temps de faire des liens, d'interroger la question de ce désir d'enfant et la question de son rapport aux autres, comment je suis en lien avec les autres. Je me souviens d'une jeune femme qui avait, tout le long de ce parcours, avait pu mettre à jour qu'en fait, elle était très dépendante du regard des autres, très dépendante du coup des autres et elle avait pris cette décision peut-être beaucoup plus en lien avec ce qu'elle pensait être le jugement des autres ou carrément par rapport au jugement et en subissant la pression des autres et pas une décision en fait libre, qui était vraiment en lien avec son désir. Donc bon, vous voyez, c'est un exemple, c'est pour dire que, voilà, la question aussi du désir, de ce «choix» entre guillemets, de cette décision, est-ce que je l'ai prise librement? Est-ce que je pense peut-être l'avoir pris très librement, mais en fait c'était peut-être pas le cas? Ou peut-être que c'était le cas et c'est peut-être une force aussi, du coup à reconnaître. Je trouve très important de permettre de se donner le temps de réfléchir à tout ça, de donner à celles qui le souhaitent ce temps-là et de leur permettre de faire des liens et d'élaborer un petit peu ce qui s'est passé pour elles, quelles pertes elles ont subies.
Et du coup, on a effectivement beaucoup parlé des femmes jusque-là et dans notre préparation de cet échange, on était toutes les 2 d'accord sur l'importance d'aborder la place des hommes dans ce vécu et donc dans vos accompagnements. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors les hommes, bien évidemment, ils sont concernés aussi. Bon, nous, à Agapa, on accompagne quand même une grande majorité de femmes, hein, mais on a de plus en plus d'hommes qui viennent, hein, c'est plus, exceptionnel et de plus en plus d'hommes qui viennent pour eux-mêmes, qui viennent pas simplement pour accompagner leur compagne, comme c'était, souvent le cas. Et c'est vrai que moi, j'ai du souvenir de quelques accompagnements. Je pense particulièrement à un jeune homme qui m'a particulièrement, touchée, qui était venu avec sa compagne, mais ils avaient été chacun accompagnés individuellement. Ils étaient très, très en souffrance, ils étaient très amoureux, ils avaient 19, 20 ans et ça avait été très, très douloureux pour eux de prendre cette décision d'avortement et en même temps, ils ne voyaient pas d'autre choix possible. Ils étaient étudiants, enfin bon, il y avait tout un tas de circonstances, mais c'était vraiment ils étaient très, très mal. Ils essayaient de se soutenir mutuellement, mais presque ils coulaient ensemble. Donc ils sont venus nous voir et chacun, donc la jeune femme a été accompagnée et moi j'ai accompagné le jeune homme. Et j'ai été très touchée par ce que me témoignait ce jeune homme. Je me souviens, il me disait, mais moi j'ai l'impression d'être passé dans une autre dimension. Mes copains, ils parlent de fêtes, d'examens, de petites copines. Moi, je suis ailleurs là. J'ai vécu cette décision que nous avons prise, cette histoire que nous avons vécue, j'ai l'impression que je suis passée dans une autre dimension et que donc il souffrait de ce décalage avec son entourage et de cette difficulté à en parler avec ses amis qui comprenaient pas. Enfin, imaginez, à 18, 19 ans, 20 ans, on n'a pas forcément, la maturité pour entendre tout ça. Ce garçon exprimait, à la fois sa difficulté de voir son ami souffrir, cette attitude qu'il avait eue d'être très protecteur et en même temps de dire à son amie: «Maintenant, il faut qu'on avance, il faut tourner la page». Il essayait d'être solide pour elle et en même temps, lui-même, il n'arrivait plus à faire face et donc le fait d'avoir un lieu pour, aussi lui se questionner, parler de ce que ça avait représenté pour lui, cette grossesse qui démarrait, ce que ça avait, provoqué par rapport à son désir de paternité, sa place d'homme par rapport à cette jeune femme qui voulait soutenir et il sentait en même temps qu'il n'y arrivait pas. Enfin, ça avait bousculé énormément de choses. Et c'est vrai que ça a été important pour lui de pouvoir déposer tout ça et pendant quelques mois de faire un chemin autour de ça. Donc, oui, c'est très important. Et puis, il y a aussi parfois des hommes qui ont pu être en difficulté parce qu'ils n'ont pas été pris tellement en compte dans la décision. Et je me souviens d'un jeune homme que j'avais suivi qui était venu, quelques années après que son ex-compagne ait fait un avortement et ce qui avait été difficile pour lui, c'était qu'il n'avait pas eu son mot à dire, en fait. Il n'avait pas senti qu'il était entendu, aussi lui dans ce qu'il vivait, que cette décision, son ami l'avait pris un peu seul. Récemment, encore aussi un homme dans un café rencontre qui a exprimé, qu'il avait été alors lui pour le coup carrément exclu, voire même, il voulait garder cet enfant, l'élever seul. De toute façon, le couple avait rompu. C'est pas des situations simples, hein, parce qu'évidemment, c'est pas lui qui porterait l'enfant, mais c'est pour dire que voilà, il y a des hommes qui se sentent très concernés, très impliqués, qui savent pas toujours très bien comment trouver leur marque. Puis quelquefois, il y a des couples qui ont besoin de relire aussi, une décision d'avortement qu'ils ont prise à un moment donné de leur vie, et qui ont besoin de relire un petit peu ce qui s'est passé dans leur relation, parce que forcément, quand il y a une décision comme ça à prendre, ça impacte énormément le couple. C'est important de pouvoir aussi interroger ça et pouvoir reparler parfois ensemble de ce qui a pu se passer au moment de cette décision et de cet événement. Donc oui, les hommes sont de plus en plus présents en même temps et je trouve que c'est super que la parole se libère aussi chez les hommes. Alors je pense que pour eux, c'est encore plus compliqué d'en parler à leur entourage, encore plus difficile. Mais bon, ça bouge tout ça. Oui, et justement, on a eu la chance d'avoir un témoignage d'homme dans cette mini-série et je trouve ça extrêmement précieux. Pour conclure notre échange aujourd'hui, je voulais vous laisser un temps pour nous partager peut-être quelques grands messages que vous auriez envie de transmettre au sujet justement de ce vécu d'IVG, d'avortement. Oui, la chose la plus importante que je voudrais dire, si je m'adresse, aux personnes qui ont vécu, cette histoire-là, de l'avortement, c'est toute l'importance de pas rester seul,
de se dire que de pouvoir simplement déposer ce qu'on a vécu, ça permet, simplement de se délester et de pouvoir clarifier aussi parfois. Donc le fait d'exprimer ses sentiments, d'exprimer, son trouble et ben, ça permet, d'être entendu et de se sentir moins seul. Voilà, je voudrais vraiment dire ça et dire aussi que moi j'ai beaucoup entendu de femmes, dire que ce temps qui leur avait été offert de réflexion, de se poser, de réfléchir sur elles-mêmes, à partir de cet événement qui pourtant était un événement, compliqué, voire douloureux de leur vie, leur avait fait énormément de bien. Leur avait permis aussi de grandir intérieurement. Parce que c'est vrai que parfois, je veux pas dire que c'est super de souffrir, hein, je suis pas masochiste, mais je crois que des épreuves, des événements comme ça compliqués peuvent nous permettre de grandir intérieurement, de grandir en maturité, de grandir en liberté aussi, d'avancer dans la vie. Je crois, voilà, que ça peut être très, très riche de chercher comme ça, de relire son histoire et de chercher du sens à ce qui a pu se passer. Et puis, l'autre chose, là je m'adresserai plutôt à la «société» entre guillemets, c'est de pouvoir sortir des jugements simplistes, de pouvoir accueillir la complexité des choses. Il y a une multiplicité de situations. Nous, on reçoit des très jeunes filles, 17 ans, parfois, 16 ans, 18 ans et on reçoit aussi parfois des personnes, qui ont 50, 60 ans. On a même reçu des personnes de 70 ans qui avaient besoin de revenir sur cet événement qui s'était passé peut-être 50 ans plus tôt. On est souvent en plaque des jugements ou des représentations et l'avortement, ça concerne tous les âges, tous les milieux sociaux, toutes les histoires. On a des histoires de vie extrêmement variées. Il y a des femmes qui avortent, sous la contrainte, bien sûr, ça arrive sous la pression. Il y a des jeunes filles qui avortent, sous la pression de leurs parents. Il y a des jeunes filles qui doivent, s'opposer à leurs parents pour avorter. Oui, il y a toutes les situations. Donc tout ce qui est cliché, représentation, voilà, chaque histoire est unique et chaque histoire, bah, c'est d'abord la personne qui la vit. Une décision d'avortement, c'est compliqué parfois. Ça vient, comme je le disais, impacter et toucher à beaucoup de choses très profondes et que ces discours simplistes pour, contre, moi j'avoue que ça me hérisse, j'allais dire. Parce que, je crois que ce qui est très, très important, c'est de se dire que voilà, chaque histoire est unique et qu'on n'a pas de jugement à avoir et que c'est peut-être, important aussi, quand quelqu'un, parle de ça, de pouvoir juste offrir son écoute et de pouvoir permettre que la parole se libère un peu et qu'on sorte de ces tabous, et de ces jugements, voilà, qui enferment. Puis j'aimerais aussi que l'avortement soit mieux accompagné, qu'il y ait plus de possibilités, d'espace de parole avant, après, au moment de la décision, je trouve que c'est très important et je trouve que malheureusement, il y a de moins en moins d'espace de parole, y compris au moment de l'avortement, pour accompagner les personnes. Beaucoup de personnes nous disent: «On m'a absolument pas proposé de parler de ce que je vivais, on m'a juste dit, voilà, l'aspect médical» et tout cet aspect humain, psychologique, je trouve, il n'est pas suffisamment pris en compte. Il y a des tas de personnes qui le font avec, beaucoup de bienveillance, mais c'est pas suffisant. Donc j'aimerais que ce soit aussi mieux pris en compte. Et puis, je parlais de ces femmes qui viennent nous voir parfois 40 ans, 50 ans après. On reçoit énormément de femmes, on reçoit des femmes qui viennent juste après l'avortement, mais on reçoit aussi énormément de femmes qui viennent des années après parce qu'un événement de leur vie vient les bousculer ou parce qu'elles arrivent à 40 ans et qu'elles n'ont toujours pas d'enfant. Donc l'avortement vécu à 20 ans auparavant, par exemple, peut revenir. Peut-être elles peuvent le vivre comme une punition. On entend parfois des choses comme ça. Les femmes ne viennent pas forcément nous voir parce qu'elles sont dans une grande souffrance, mais parce qu'elles se rendent compte que cet avortement vécu des années plus tôt, elles l'ont mis un peu sous le tapis, peut-être parce que justement c'était pas si simple. Elles ont continué leur vie et puis à un moment donné de leur vie, ça revient et elles ont besoin de repasser un peu de temps pour relire, revenir sur cet avortement. Et ça, je trouve que c'est très précieux parce que je m'émerveille d'entendre des femmes qui se remettent en question, relisent leur histoire et peuvent finalement avoir le courage de se confronter à cette histoire qui a peut-être été difficile, de revenir dessus, de pouvoir peut-être pleurer, verser les larmes qu'elles n'ont peut-être pas versées sur le moment et peut-être, pour d'autres, c'est simplement d'en reparler et qu'en fait, on peut toujours faire son chemin et c'est incroyable de voir, des femmes qui nous disent:
Ben moi, voilà, là, ce chemin que j'ai pu faire, c'est fou, ça m'ouvre des portes. Je me rends compte de plein de choses et je me sens plus apaisée aujourd'hui et plus libre, comme une liberté intérieure qui peut se gagner. Alors, voilà, c'est merveilleux. Merci Christine pour ce partage. Merci à votre association, Agapa aussi. Je vous souhaite une bonne continuation avec cette association qui évidemment est indispensable. Merci Tiffany de m'avoir, reçue et d'avoir, parlé de l'association pour que le maximum de femmes la connaissent et d'hommes la connaissent et n'hésitent pas à venir sonner à notre porte. Merci Tiffany. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la mini-série dédiée à l'IVG. J'espère que cet éclairage vous a plu et qu'il a peut-être ouvert un champ des possibles. Vous pouvez en découvrir plus sur l'association Agapa sur leur site internet www.association-agapa.fr ou sur les réseaux sociaux sous le nom d'Association Agapa, tout attaché cette fois. Pour soutenir le podcast de la mort, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram principalement, mais aussi Facebook et de temps en temps TikTok. C'est un bon moyen d'interagir avec moi ou de partager les publications pour faire rayonner le podcast. Enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à me faire un don sur la page Soutenir le podcast de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr. Et vous m'aiderez ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps que je dédie à la réalisation de tout ce contenu. Merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.